conférence suivante, c'est moi qui l'ai fait. J'ai trouvé un titre avec une grosse blague dedans en espérant que ça allait attirer du monde. Mais qui n'est pas complètement dû au hasard. Donc l'idée c'est de parler de surveillance parce qu'il s'est passé, enfin dans les news, on a eu des infos assez intéressantes récemment qui en fait se déroulent du côté de la Chine. Donc en fait il s'est passé, enfin c'est des choses qui tournent depuis un certain moment. Et il y a plusieurs annonces comme ça qui sont arrivées dans un délai relativement bref et qui dessinent quelque chose que je trouve assez intéressant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, comment dire, il y a une concentration au niveau informatique et des outils utilisés par les gens qui est très importante. Il y a deux applis majeures qui sont utilisées qui s'appellent Alipay et WeChat. Donc, ce sont des applis qui existent sur Internet, mais qui existent surtout sur les téléphones et qui font à peu près tout. Et notamment qui font du paiement par téléphone. Le paiement par téléphone, c'est la prochaine étape des développements sur les portables qui nous attendent. Et donc en Chine, c'est déjà très très avancé au point qu'il y a plein de gens qui n'utilisent plus vraiment de liquide. Si vous êtes des urbains, moi j'ai constaté ça, c'est qu'aujourd'hui, la carte bancaire, on n'a quasiment plus besoin d'avoir du liquide parce que les montants sont devenus vraiment dérisoires et avec le sans contact, l'argent liquide est en train de disparaître. En Chine, c'est très largement développé. Commercialement, des tas d'entreprises ont dit, puisqu'on sait à peu près tous nos utilisateurs, parce que dans ces applis ils font du paiement, mais ils ont également des réseaux sociaux et toute une série de choses, donc ils sont capables de tracer toutes les activités des clients et des utilisateurs. Et donc du coup, ils sont capables de savoir si cette personne est quelqu'un de fiable ou pas. Avec des systèmes qu'on connaît, qui sont des systèmes de notation qu'on a sur tous les sites web. Est-ce qu'on est un bon vendeur sur le Bon Coin ou je ne sais pas. Le Bon Coin, il n'y a peut-être pas de notation, je ne sais plus. Mais sur eBay, ce genre de choses. Et comme tout est concentré dans un ensemble d'applications, ils peuvent concentrer ces notations sur une personne, mais sur la quasi-totalité de ses activités. Et donc commercialement, il y a déjà des exploitations de ces principes-là, de notation des clients, pour donner des avantages. Par exemple, si on veut voyager en première classe, il ne s'agit pas juste d'avoir l'argent pour se payer le billet, il faut également avoir la note requise, donc quelqu'un qui s'est montré suffisamment fiable pour avoir le droit d'accéder à la première classe. Il y avait un autre truc, par exemple, on pouvait essayer une nouvelle voiture, c'est un truc tout neuf, au milieu de la ville, il y a un distributeur de bagnoles, et si on a la note requise, on peut arriver avec son téléphone, s'identifier, prendre une voiture, faire un tour avec pour l'essayer, puis aller la ramener. Il n'y a personne qui est là pour nous surveiller, pour savoir si la voiture est en bon état, si on ne s'est pas barré avec, etc. En gros, ils ont une note sociale et ils savent que les gens qui ont la note supérieure, ils vont leur faire confiance, ils vont pouvoir ne pas prendre de caution quand ils vont leur louer un vélo et des choses comme ça. Donc ces systèmes-là, ils existent depuis un bon moment et ça marche parce que tout est concentré et notamment cette partie financière. L'État, alors les liens entre les entreprises et l'État en Chine sont évidemment extrêmement serrés, c'est pire que chez nous. L'État a fait des expérimentations ces dernières années locales avec le même principe de notation sociale et de dire je vais avoir mes citoyens, je vais leur donner une note pour voir s'ils sont de bons citoyens ou pas. Et donc ce qu'ils ont annoncé très récemment, c'est qu'ils vont converger et le principe de note commerciale et le principe de note gérée par l'État. C'est-à-dire que l'État chinois récupère les notes de ces outils, donc savent tout ce que les gens ont fait, et ils vont croiser ça avec d'autres bases de données, comme par exemple qui n'a pas payé ses amendes de bagnole, qui a triché aux examens, ou des choses comme ça. Et donc pour construire une note sociale globale des habitants, et ils ont annoncé qu'à partir de 2020, ils vont bloquer la possibilité de prendre l'avion ou le train pour les gens qui ont une note sociale inférieure à un certain niveau. Et donc on a déjà ce principe de dire les mauvais citoyens ne pourront pas sortir au moins de leur région, et donc on va les bloquer et les contrôler par ce biais-là. Donc dans ces principes de note sociale, il y a un certain nombre de critères qui rentrent en ligne de compte. Il y a notamment le réseau de relations. Donc sa propre note sociale est dépendante du réseau de relations qu'on a autour de soi. Donc si nos amis sont des gens qui ne se conduisent pas bien, alors notre propre note sociale va baisser. Autre truc qui concerne un certain nombre de gens, je pense ici sur l'événement, c'est que si on joue trop aux jeux vidéo, sa note sociale baisse. C'est pas bien, c'est pas productif. Donc voilà, ce principe de note sociale est en train vraiment de prendre beaucoup d'importance. Et il y a eu ces annonces-là. Alors bien sûr, si on a dit du mal du gouvernement sur les réseaux sociaux, la note sociale, elle baisse aussi très fortement.
c'est un corollaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut se passer quand on a une mauvaise note sociale? Alors, on peut ne plus bouger, mais également derrière, il y a des notions de réduire la vitesse du débit Internet. Bloquer l'accès à... Ah oui, non, c'est évident, ça. C'est inhumain. Oui, mais voilà. Donc, et après, ça, il y a plein de services auxquels on ne va pas avoir accès, comme des clubs de sport, aller en boîte de nuit, aller dans des restos, etc. Emprunter de l'argent. Et on peut même aller jusqu'à perdre son boulot si sa note sociale est trop faible. En disant, bah voilà, s'il y a des boulots où il faut qu'on ait des gens sérieux, je sais pas, moi par exemple, travailler dans l'éducation, des choses comme ça, on dit, bah si la note sociale est trop faible, hop, on dégage des gens. Voilà, il y a un autre événement que je trouve assez intéressant qui est sur la question de la reconnaissance faciale. Ça aussi, c'est un truc qui est super en pointe dans les téléphones portables. Vous avez peut-être vu tous les trucs où Apple s'est fait taper dessus parce que ses téléphones ne reconnaissent pas bien les Asiatiques. Et donc, du coup, voilà, ils se ressemblent tous. Donc, les Chinois, le gouvernement chinois a moins de problèmes pour reconnaître les Asiatiques avec ses propres systèmes de reconnaissance faciale. Et ce qu'ils ont notamment fait, qui est un des fantasmes, un des trucs qui fait flipper tout le monde, c'est qu'ils ont branché les systèmes de reconnaissance faciale sur les caméras de surveillance. Et il y en a partout. Et donc, ils annoncent que ces dernières années, ils ont arrêté 2000 personnes parce que, en gros, la personne est recherchée. Les caméras de surveillance identifient automatiquement le visage et une alerte passe et du coup, on sait où est la personne et on peut aller la choper. Mais la reconnaissance faciale, elle a également été déployée dans des lycées. Et donc avec des expérimentations qui ont été faites, de mettre des caméras dans les lycées pour lire les émotions sur les visages des élèves pour voir s'ils sont attentifs. Et donc, s'ils ne sont pas bons, le prof, paf, il voit la liste de ses élèves et il a des stats sur savoir si l'élève était attentif ou pas. Alors, de ce que j'ai lu, je suis assez dubitatif sur l'efficacité de ce truc-là parce qu'ils disent qu'ils lisent 2 émotions. Ça fait pas beaucoup. Mais voilà, le truc, c'est qu'il suffit d'y croire pour que ça marche. C'est des ados, hein. Ouais. Ils ont moins de 2 émotions. Voilà, il y a une citation que j'ai trouvée dans un article que je trouvais pas mal et qui est utile pour la suite. Ce que je voulais vous dire, c'est donc l'étude, le lycéen dit seulement depuis que les caméras ont, enfin en gros il dit qu'avant souvent il s'endormait un peu en classe, et dit seulement depuis que les caméras ont été installées dans la salle de classe, je n'ose plus être distrait. C'est comme si 2 yeux mystérieux me regardaient constamment. Donc voilà. Autre expérimentation qui a été faite, c'est qu'ils ont mis des casques à induction, vous savez, ces casques qui permettent de lire l'activité cérébrale. Et donc ils en ont déployé dans des usines. Et donc on ne peut pas lire les pensées des gens avec ça, mais on peut établir notamment les émotions. Et donc s'ils estiment que quelqu'un est sur un poste de travail dangereux, et qu'ils lisent que ses émotions sont, voilà, il est en colère, il est fatigué, ou il n'est pas attentif ou quoi, je ne sais pas ce qu'on peut lire exactement avec ça, mais en gros ils peuvent changer la personne de poste de travail en disant tu n'as pas l'état cognitif ou émotionnel adéquat à ce que tu es en train de faire, donc on va t'en retirer de ce poste-là. Donc ça peut être pas mal, mais ça permet aussi de renvoyer les gens chez eux, c'est-à-dire que si la personne elle est vraiment beaucoup trop en colère, eh ben, elle peut se faire virer. Et ils veulent déployer ça dans l'armée notamment, pour leurs militaires, et sur des pilotes d'avion, des choses comme ça. Donc voilà, donc tout ce truc-là, donc c'est les nouvelles technologies, c'est une surveillance assez, évidemment, très très poussée. Alors il faut savoir que Amazon a son propre système de reconnaissance faciale et l'a déjà proposé au gouvernement américain. Donc aujourd'hui c'est en Chine et on se dit que ça n'arrivera jamais chez nous. Mais ces dernières années ont montré que les libertés publiques, personnelles, etc. ont un petit peu tendance à reculer assez rapidement. Donc voilà, la reconnaissance faciale sur les caméras de surveillance, je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas ça très bientôt. Le lien que je trouve intéressant à faire aussi, c'est avec Michel Foucault. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce type-là. C'est un type bien, il n'avait pas de cheveux. Donc il a écrit notamment un livre qui s'appelle Surveiller et punir, donc dans les années 60, et où il est un livre assez brillant, donc qui n'est pas super facile d'accès, mais si voilà, les bouquins un peu intello vous font pas peur, je vous conseille vivement de le lire, ça permet de comprendre énormément de choses. Et en fait, ce qu'il décrit dans ce livre-là, et ce système que je viens de décrire qui est en Chine, on a l'impression qu'en gros, c'est la continuation de tout ce qu'il a décrit dans ce bouquin-là. Donc, il a notamment défini ce qu'il appelle la société panoptique,
et qui est en gros l'image du système de surveillance dans lequel notre société est totalement imprégnée depuis quelques siècles. Et le panoptique était une prison idéale inventée par un philosophe qui était Bentham, et qui est donc un bâtiment circulaire, et les cellules sont à l'intérieur du mur. Enfin, c'est-à-dire en gros on a deux murs et on a un bâtiment circulaire, et de façon radiale on a des cellules à l'intérieur du bâtiment, et au centre on met une tour avec un surveillant, et qui peut donc voir au travers de chaque cellule, puisque d'un côté on a une fenêtre avec des barreaux, et de l'autre côté on a la porte de la cellule. Et donc un surveillant au centre peut voir tout le monde, puisque c'est distribué de façon circulaire autour de lui. Et évidemment la tour est faite de telle façon qu'on ne sait pas s'il y a un surveillant dedans. Et donc du coup les gens se savent potentiellement surveiller constamment. C'est pour ça que je vous ai lu la citation du lycéen. C'est que peut-être que le système qui lit deux émotions dans le visage, c'est bidon et ça marche pas, mais le simple fait qu'il sache qu'il est constamment surveillé, constamment monitoré, etc., suffit à lui faire adopter ce comportement. Et ça, c'est quelque chose qui a été mis en place socialement depuis un bon moment. Et il y a toute cette idée que Foucault appelle la discipline, qui est de dire d'avoir un découpage des comportements des individus en catégories. Et donc, par exemple, il s'intéresse à l'armée, et donc sur le fait que le soldat, initialement, si on prend les mousquetaires, il faut avoir un costume qu'on va se payer. Si vous avez lu les Trois Mousquetaires, quand ils partent faire le siège de La Rochelle, il y a tout un chapitre où ils essayent de trouver du pognon pour se payer des super costumes, parce que tu ne peux pas aller à la guerre si tu n'as pas la classe, quoi. Aujourd'hui, on a quelques fans d'Airsoft qui sont là. C'est des uniformes, tout le monde doit être identique. Et ça, c'est typiquement l'application de la discipline, avec cette idée de cataloguer, découper, noter. La notion de note est très importante. Et donc, tous ces systèmes dont j'ai parlé sont très clairement l'illustration de ce système-là, à la peut-être petite différence de prendre en compte son environnement social, où là, on ne travaille plus sur un individu en particulier. Voilà. Donc, après, si vous avez des questions, voilà. Moi, ce sujet me semblait vraiment intéressant parce qu'on a voilà, un système de surveillance assez fabuleux, et je pense que dans les 10-20 ans à venir, c'est des choses qu'on va voir chez nous, sous une forme ou sous une autre. Ouais. Ça fait rêver. Pardon ? Ah, tu sais faire rêver. Ouais. Est-ce que vous avez des questions, peut-être ? Il te reste combien de temps là? Ah, bonne question, je ne sais pas en fait. 15 minutes. 4 minutes ? 15 minutes. 15 minutes. Bon, voilà. Je ne chanterai pas de chansons, moi je ne suis pas du genre à faire des menaces. Je ne suis pas un terroriste. Je tiens à le dire, surtout que c'est enregistré, donc c'est pour mon dossier futur, pour que ma note sociale ne pèse pas trop. Faites attention. Il n'est pas allumé. Alors, ouais. Pour le moment, il n'y a qu'en Chine qu'il y a ça? Alors, sous cette forme-là, oui. Et en plus, ça, c'est vraiment le début. Ils sont en train de mettre ça en place sur la partie notes sociales. Après, on a des notes partout. Enfin, je veux dire, ce qui est nouveau en Chine, c'est que tout est concentré dans un système entier. Mais aujourd'hui, on est noté de partout. C'est-à-dire que ta banque, elle te note. Tu vas voir toutes tes cartes de fidélité de machin qui te donnent des accès que les autres n'ont pas. Moi, pour mon boulot, je voyage pas mal. Enfin, je me déplace beaucoup en train. Du coup, j'ai une carte grand voyageur qui me permet de cumuler des points. Cet été, je vais au mariage d'un copain qui, lui, vit avec son allocation handicapée. Voilà. Pour lui, prendre un billet de train pour aller dans le sud pour faire son mariage, ça consiste à surveiller très précisément quand est-ce que les billets Prums arrivent. Moi, je ne connais pas le délai. Une fois que ça arrive, il saute sur des billets pour les acheter à pas cher. Il ne pourra pas les changer. Donc, il est complètement contraint dans le temps, à la fois sur le moment où il doit acheter son billet et sur le fait qu'il ne pourra pas changer son billet. Pour moi, j'ai mes points que j'ai accumulés et que j'accumule à chaque fois que je fais un déplacement professionnel. Donc je ne suis pas pressé parce que je vais m'y prendre, enfin je l'ai fait un peu plus tôt parce qu'il me tannait et donc il fallait que, voilà. Mais typiquement, je me prends peut-être 15 jours, une semaine à l'avance, et j'ai pris un billet en première classe, ça me coûte 10 € parce que j'ai des points et que j'ai juste à mettre 10 € au bout. Et j'aurais pu prendre un billet en seconde, changeable. Et donc du coup, moi, ma relation à l'espace et au temps, par rapport à cette fonction train, elle est radicalement différente de la sienne. Et donc des choses comme ça, on en a partout en fait, dans nos vies. Nos banques nous donnent des notes, etc. Les assurances bonus-malus, etc. Ouais. L'assurance, c'est minime. Hein.
Il y a tout en fonction des sinistres, en fonction... Il y a les notes en fonction... Vous avez un problème de paiement, typiquement, même après un paiement 10 ans plus tard, hop, il vous résilie. Pour ça, c'est pas très légal, mais c'est... Mais c'est vrai qu'il y a des notes sur les sinistres, sur tout, et tout est noté. Enfin, il y a une note et qui permet ensuite, ça dépend... simplement, en plus du bonus-malus, il y a d'autres algorithmes, c'est une mot à la mode, qui va tout conditionner en fait, les primes, etc. Il y a une question là. Bon, alors j'ai bien compris qu'on était déjà dedans jusqu'au cou, mais si on ne veut pas se faire noyer dans les prochaines années, il y a un moyen d'éviter ce monde horrible? Alors, le truc c'est que voilà, la discipline entre guillemets, enfin la discipline à la Foucault, c'est quelque chose qui a été qui est apparu au XVIIIe siècle, un petit peu avant. Donc, ne serait-ce que toutes les institutions par lesquelles on est passé, la maternité, l'école, nos supermarchés sont de belles illustrations, etc. Donc, voilà. Après ça, la notion de surveillance et de contrôle social, elle n'est pas nécessairement totalement inutile. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a peut-être 10% ou 15% des gens, si tu leur dis c'est open bar, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a aucune conséquence, ça se passe très très mal. Moi je ne suis pas très angéliste sur la nature humaine. Et après ça, dans les exemples qui sont donnés en Chine, il y a des trucs que moi je trouve assez sympas finalement. Tu vois, je me dis, si on peut me faire confiance et que j'ai pas besoin de mettre mon nom partout, de mettre des cautions, des choses comme ça, pourquoi pas. Mais toute la question c'est qui contrôle ce système-là. Je vais donner un autre exemple. J'ai bossé dans un truc de relation client. Les appels sont tous enregistrés. Cet enregistrement d'un appel, il peut être utilisé de façon totalement radicale. C'est-à-dire que tu peux, si tu as une sale boîte où tu essaies de planter les gens, tu peux t'en servir pour pourrir les salariés. Dans notre boîte, ça a marché plutôt pas mal, et c'est les salariés eux-mêmes qui voulaient qu'on écoute les appels, parce que quand ils tombaient sur quelqu'un qui était de mauvaise foi, ils voulaient pouvoir établir que c'est pas eux qui s'étaient plantés, et du coup, c'est eux qui font le plus de demandes pour qu'on réécoute les appels. Et donc cette question, c'est qui contrôle ces éléments-là. Par rapport aux notations qu'il y a aujourd'hui par rapport à ce système-là, pour moi, la solution, elle est purement politique. C'est-à-dire que tu peux décider de vivre complètement, et chez les libristes, on en connaît, hein, des gens qui n'ont pas de téléphone, qui vont avoir des ordinateurs qui vont ne pas avoir toute une série de fonctions, mais au final, tu te retrouves dans une situation où tu vas te couper de plus en plus du monde, tel qu'il est. Alors ça peut être un choix, mais c'est un choix qui est quand même vachement radical. Moi j'ai réussi à perdre mon téléphone, j'en ai un nouveau, et que des gens essayent de piquer des trucs avec ma carte bancaire. Donc ma banque m'a appelé en disant il y a des gens qui sont en train de passer des choses sur votre carte bancaire. Et donc je me suis retrouvé à peu près dans la même période sans téléphone ni carte bancaire. C'est compliqué la vie dans ce genre de circonstances. Et donc pour moi, si tu dis je vais complètement être en dehors du système, il est tellement prenant qu'au final le système s'en fout en fait. C'est cette notion de soft power. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi par rapport à l'évolution de la Chine, c'est que quand Internet est arrivé, le pouvoir chinois s'en méfiait énormément, et ils ont complètement réussi à le retourner comme un système de contrôle. Voilà, il y a 20-30 ans, la Chine, c'était une balle dans la nuque avec facture à la famille, quand il y avait des dissidents, et aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de passer par ces méthodes-là. Donc voilà. Oui, j'avais deux remarques. Il y en a une juste pour rappeler, même en France, il y a eu des velléités de faire de la reconnaissance faciale sur la vidéosurveillance. C'est Nice qui voulait, si je ne m'abuse. Et ça a été retoqué parce que c'est juste pas autorisé. Mais voilà, si c'était possible, ça serait déjà largement déployé. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont prêts à le faire. Et l'autre point sur lequel je voulais répondre était les solutions qui ne sont pas politiques sur ces questions-là. Vont générer deux types de problèmes. Soit la solution est purement technique, et on a des gens qui vont s'isoler, exactement ce que tu décrivais, Luc, et les gens qui s'isolent, ils vont pas réussir ce qu'ils voulaient faire initialement, c'est-à-dire que c'est extrêmement facile d'identifier ceux qui sont isolés, parce que la société, elle les connaît pas, enfin, ou plutôt elle voit qu'elle les connaît pas, donc la prochaine fois qu'ils passent devant une caméra, un détecteur, ce que vous voulez, on sait que c'est des dissidents dangereux, ils sont super louches, et ils seront fichés. Et voilà, c'est clair, être isolé dans une société, c'est extrêmement difficile et c'est surtout extrêmement discriminant. Au sens, on vous reconnaît extrêmement facilement.
Et l'autre côté, c'est les gens veulent avoir une vie privée. Et avoir une vie privée, donc mettre en place plein de mesures techniques, ça veut dire être extrêmement différent des autres, ça veut dire être extrêmement différencié, ça veut dire être carrément non anonyme et extrêmement traçable. Plus vous avez un comportement atypique, bah, plus pour un système automatisé, c'est facile. Vous n'utilisez pas Facebook? Il y en a tellement peu qui ne l'utilisent pas que vous êtes facilement reconnaissable. Vous n'avez pas de compte Gmail, vous n'avez pas une activité exactement comme le reste de la population, vous êtes extrêmement traçable. Donc en gros, les solutions purement techniques, c'est soit abandonner sa vie privée, soit accepter d'être extrêmement tracé. Et ce qui est à peu près exactement l'inverse de ce qui était voulu au départ. Et donc la solution, elle est pas purement technique. Ou alors on va passer il y a un autre risque à mon avis qui est plus psychologique, c'est donner une apparence fictive de soi. Donc faire semblant d'utiliser Facebook ou avoir des robots qui utilisent Facebook pour faire semblant que j'y vais, etc. Me créer une fausse apparence et faire et penser complètement autre chose dans mon coin. Agir le plus discrètement possible, etc. Et là, les problèmes vont plutôt être psychologiques, parce que ça commence à être compliqué de paraître quelque chose en faisant autre chose. Et ça crée en général des sociétés névrosées. Enfin, voilà, on a déjà des exemples de sociétés où ça se passe comme ça. Je suis pas sûr que psychologiquement, la Chine, ça soit fantastique de ce point de vue-là, parce qu'il faut à la fois paraître d'un côté, et à la fois, ils sont quand même pas forcément ravis de leurs dirigeants. Mais c'est pareil dans plein d'autres pays. Je prends la Chine parce qu'on en parlait, mais je suis pas sûr que ce soit mieux aux États-Unis, et je suis pas sûr que ce soit mieux dans d'autres pays non plus. En France, oui, par exemple. Bon, en France, tu peux dire ce que tu veux de toute façon. Pour l'instant. Sécurité, sécurité. Tu peux dire ce que tu veux, pour l'instant c'est juste enregistré. Alors pour mémoire, en France, on a la loi de surveillance qui était passée et les services secrets, alors on ne sait pas s'ils l'ont fait, alors peut-être que les gens qui bossent, les hébergeurs, etc. savent, mais on a le droit de mettre des boîtes noires, donc des systèmes automatiques qui surveillent tout le trafic potentiellement Internet sur des critères et qui disent tiens, ça rentre dans mes critères, donc je le retiens. Donc nous sommes déjà dans une société où tout notre trafic Internet est potentiellement observé. Légalement. Une autre question? Pas de question? Non. Juste pour préciser la question qu'elle a posée. Tu dis que la réponse est peu politique, du coup tu penses au lobbying Oui, alors il faut des alternatives parce qu'en fait, dès lors que tu as un nombre non négligeable de gens qui l'utilisent, tu peux dire mais votre système là ça colle pas avec ce que nous on veut faire. Et dans le logiciel libre, tout le travail politique qui a été fait, souvent c'est l'argument de dire ok vous voulez faire ça, c'est bien, mais nous avec le logiciel libre c'est plus possible. Et donc du coup, si ton sujet il est politiquement et socialement suffisamment important, tu peux faire l'exception qui va mettre un grain de sable dans le rouage et où tu ne peux pas dérouler le système. En revanche, si tu n'as aucune représentativité, si tu es totalement minoritaire dans ta pratique, bah, tu n'existes pas en gros, tu ne comptes pas. Donc du coup, il faut effectivement, alors je pense, intervenir à plusieurs niveaux, avoir des institutions, des associations, des machins comme ça qui vont porter une parole, faire de la veille juridique et des choses comme ça, comme fait l'April par exemple. Il faut des gens qui construisent des alternatives. Et après, je pense qu'il y a aussi tout un boulot à faire, parce que notamment le libre qui a progressé énormément en 20 ans, il y a quelque chose qui était, à mon avis, prépondérant, c'est tous les gens qui bossent dans des administrations, dans des entreprises et des trucs comme ça, qui constamment font chier le monde. Ils disent ouais mais pourquoi on fait pas ceci, ouais mais pourquoi on fait pas cela. Voilà, récemment, Google a fait exploser les prix de Google Maps. Mais vraiment exploser. Enfin, c'est-à-dire que le truc a été multiplié par 50 en fonction des seuils. Ils ont fait un truc complètement monstrueux. Moi, je bosse dans une boîte où on utilise des applis des applications de carto. Et il y a 6-7 ans, j'avais dit, OpenStreetMap, ça commence à devenir pas mal. C'est pas totalement au point, mais est-ce que plutôt que de donner 10 000 € par an à un service de carto, est-ce qu'on pourrait payer des gens pour alimenter OpenStreetMap? Ça, je bosse dans une boîte qui vend des services pour des collectivités. Les collectivités, elles ont toujours un petit peu complexe en se disant des entreprises privées, elles nous arnaquent, etc. Je dis, ce sera un argument commercial assez intéressant. Parce qu'elles aussi, elles travaillent sur la carto, etc. Elles ont des SIG, des systèmes d'information géographique, en disant, tout le monde pourrait contribuer à un truc. Voilà. Et en plus, ça, nos concurrents, ils utilisent les mêmes fonds de carto que nous, donc on n'est même pas en concurrence là-dessus. Et donc la réponse est ouais non, Google c'est gratuit, c'est super simple à faire, nous on est pragmatique. Et donc dans ma boîte, en plus ils n'ont pas payé. Et ils se sont fait prendre une première fois. Google leur a dit bon c'est 80 000 €.
Ils n'ont pas repayé, donc Google est revenu l'année d'après et dit bon bah maintenant c'est 100 000. Donc ils ont dit bon ok on va payer, c'est cher. Et puis là ils font voilà fois je sais pas combien pour notre cas. Et donc tu te retrouves dans cette situation-là. Et donc du coup maintenant je joue le rôle de je vous l'avais bien dit. Et donc voilà. Et en plus ça fait plaisir mon petit côté mesquin. Mais du coup ils vont changer ou pas? Aujourd'hui, il y a pas mal je pense que Google a mal joué son coup parce qu'il y a pas mal de services, de sites ou de choses comme ça qui ne peuvent pas se permettre de payer, c'est trop cher par rapport à leur modèle commercial. Et c'est devenu tellement cher, tellement vite, que là, il y a plein de gens qui sont en train de bosser en disant maintenant il nous faut des alternatives. Et tu peux trouver des sites, y compris des sites des administrations, où il y a un gros carré gris à la place de la carte parce que tout a été coupé. Eh bien merci, bon appétit. Si vous voulez.